Bonjour à nouveau, excusez-moi, mon voisin avait besoin d'aide, d'où l'interruption prématurée du cours précédent. Au moins, dans cette crise sanitaire, c'est peut-être la seule belle chose, on voit émerger des solidarités impromptues. L'autre belle chose, c'est que je crois nous commençons enfin à réfléchir un peu à l'architecture systémique qui jusqu'alors n'était pas questionnée, alors même qu'au-delà de cette pandémie, dont il est d'ailleurs fort probable qu'elle ait une origine indirecte écologique, puisque la fonte des espaces de vie induit des contacts entre des espèces qui étaient jusqu'alors indépendantes les unes des autres, conduisant les agents pathogènes à passer la barrière des espèces et à se transmettre en particulier aux êtres humains. C'est systémiquement, tendanciellement en tout cas, quelque chose qui a lieu. Mais je crois que c'est le moment de nous interroger, voilà, parce que nous avons eu tendance à confondre, là encore, le construit de nos organisations avec un donné indépassable, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi, par exemple, écoute-t-on les médecins face à cette crise? Ce qu'il faut faire, évidemment, même si je crois d'ailleurs qu'on ne le fait pas assez à ce jour, mais pourquoi tente-t-on en tout cas de les écouter alors même que nous n'écoutons pas les spécialistes nous enseignant que le désastre écologique actuel va mener à la recrudescence de guerres, de pandémies, d'un monde totalement inhabitable eu égard au réchauffement climatique qui induira des canicules littéralement mortelles, pas métaphoriquement, qui induira des famines généralisées qui, via la disparition des espaces de vie et la recrudescence de la pollution, induira des quantités absolument colossales de morts. Je vous rappelle que le chiffre publié dans les revues spécialisées aujourd'hui est d'environ 700 000 morts par an en Europe dus à la pollution. Qui a véritablement pris conscience de ce chiffre? Qui l'a intégré à une politique de santé publique digne de ce nom? Qui a intégré le non-sens auquel nous soumettons la vie en elle-même, dans ce qu'on pourrait appeler un crime contre l'essence de la vie, un crime contre l'ontologie de la vie, qui pourtant jusqu'alors n'était pas parvenu à nous faire douter d'un certain nombre de fondamentaux systémiques que nous avions, semble-t-il, confondus avec l'ordre du monde en lui-même. Excusez-moi. Donc j'en étais à la tentative de vous montrer que, contrairement à la créance commune de ses détracteurs, Derrida était en réalité un évident défenseur de la vérité. Son propos est insistant. Il ne s'agit, je cite, en aucun cas de tenir un discours contre la vérité ou contre la science. C'est clair. Ce serait impossible et absurde, dit Derrida. Impossible parce qu'on s'extrairait alors de façon définitoire du texte philosophique. Et absurde, je crois, parce que la contradiction interne guetterait immédiatement tout propos un tant soit peu conséquent. On peut bavarder sur ce qui est souhaitable, mais il n'y a pas de discussion sur l'impossible. Derrida est radical. La vérité, dit-il, à force de loi. Pour autant, bien sûr, et c'est ce qui est intéressant, un peu plus loin dans la même note, Derrida n'est pas sans cynisme à l'égard de ceux qui ont si facilement, dit-il, la vérité à la bouche ou à la boutonnière. La vérité seule, la vérité nue, la vérité appelée et louée, la vérité exaltée et glorifiée, la vérité encensée et célébrée. Oui, sans conteste, il la faut. La vérité, pourrait-on dire, évidemment. Mais en quel sens? Voilà la question que Derrida reproche à ses détracteurs de ne pas poser. Le concept est indispensable, il nervure la feuille des postures tenables. Mais comment s'élabore-t-il? Est-il l'a priori ou l'a posteriori de l'entreprise philosophique ou scientifique? La mise en garde est implicite mais dramatique. La vérité est la loi, mais celle-ci pourtant n'est jamais définie absolument sans ambiguïté. Elle n'est pas, pourrait-on dire à elle-même, sa propre définition. Elle s'arrime à un réel qu'elle contribue
à créer. Derrida, je crois, n'a cessé, suivant Nietzsche, mais aussi Heidegger et Maurice Blanchot, le grand écrivain, de mettre en garde contre toute velléité à figer ou fixer la vérité. Le déplacement de l'orthothèse en tant que logique assujettie à un principe régulateur strict vers l'aletheia en tant que figure de voilement et dévoilement n'est plus pour Derrida absolument définitif. Il faut, dit-il, s'attendre aux limites de la vérité. Quelque chose se dérobe inéluctablement. Contrairement à ce qui est parfois énoncé, il n'y a probablement jamais eu de réconciliation de Derrida avec la vérité dans une période supposée tardive, parce qu'il n'y a jamais eu, je crois, de querelle ouverte ni de divorce explicite entre Derrida et la vérité. Il n'y a eu qu'un inconfort quant à la nature profonde de ce à quoi il fallait bien sûr pourtant faire allégeance, une inquiétude, donc une vigilance aussi, qui s'est déployée sans jamais se démentir suivant ce que j'identifie comme 3 axes. D'abord, une réflexion sur la performativité du vérace, c'est-à-dire sur sa capacité à engendrer ce qu'il énonce. C'est un dialogue implicite avec Austin et un dialogue explicite avec Hannah Arendt et Alexandre Koyré, qui a été esquissé en particulier dans l'Histoire du mensonge. Très beau petit texte de Derrida, qui est devenu un petit livre. Ensuite, le deuxième axe, c'est une déconstruction de l'unicité de la vérité, qui est en particulier suggérée dans La vérité en peinture. Magnifique livre de Derrida, qui est en fait une discussion avec Kant autour de la phrase de Cézanne. Je vous dois la vérité en peinture. Et enfin, un troisième axe, qui est une interrogation sur la transparence de la vérité, exposée dans Le facteur de la vérité, qui est une critique de Lacan se réappropriant la vérité de Freud. Ces 3 lignes de réflexion ne sont pas indépendantes les unes des autres. Elles se rencontrent et parfois se confondent. Elles forment une spirale qui dessine le danger et peut aussi représenter la croyance, bien sûr, la croyance pure en une unique vérité hégémonique, omniprésente et omnipotente. Bon, vous m'avez compris, la question n'est pas de renoncer à la vérité. La question est d'être sérieux avec la vérité, c'est-à-dire d'interroger toutes ses modalités. Soyons plus prosaïques. Ces dernières années ont vu émerger le concept de post-vérité. Concept, bien sûr, pour critiquer cette ère dans laquelle nous nous trouverions, qui ferait suite à l'ère de la vérité, parce que se répandraient les fake news, les fausses nouvelles, en particulier par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Bon, le phénomène, nous dit-on, viendrait des États-Unis. Il est vrai que l'administration américaine de Donald Trump ne nous aura rien épargné. À la vulgarité misogyne, au racisme, à l'ignorance, au mépris du pauvre et du faible, ils auront même ajouté une nouvelle strate de bêtises, pourrait-on dire, assez obscène, la haine de la vérité. C'est vrai. Nier par exemple une partie de la catastrophe écologique en cours n'est pas simplement un geste symbolique, stupide et pathétique. C'est, en l'état actuel des choses, un acte criminel. C'est peut-être même commettre une sorte d'ignominie suprême, puisque c'est faire par avance payer à ceux qui ne sont pas encore le prix exorbitant, c'est-à-dire létal, du petit supplément de luxe que les privilégiés de notre temps veulent s'octroyer encore pour jouir sans frémir une dernière fois, jusqu'à l'ivresse. La vie est en train de mourir sur Terre et l'ignorer relève du crime contre l'avenir. Entraver la liberté de communication des scientifiques, comme cela fut fait par l'administration américaine, est un symptôme, celui d'une angoisse pathologique qui traverse les hautes sphères de l'État américain et, croyez-moi, pas seulement américain. La peur panique
d'une vérité qui pourrait desservir les intérêts systémiques. Soyons donc parfaitement clairs et dénués de toute ambiguïté. Ce comportement de type négationniste ou falsificationniste, cette généralisation du mensonge délibéré, doivent être, je crois, combattus et réfutés avec la plus grande virulence. Ça ne fait pas question. Une telle attitude est exclusivement nuisible et ne peut bénéficier d'aucune circonstance atténuante. C'est là, me semble-t-il, un point qui n'appelle pas de discussion supplémentaire. Les leçons en particulier d'Hannah Arendt sur ce point sont extrêmement claires et définitives. Certains ont donc qualifié ce déni de vérité de post-vérité. Mais ça, je crois que c'est un concept faible, parce qu'il laisse à tort entendre qu'avant le nouveau président américain, notre attachement à la vérité était pur et inconditionnel. Tel n'était évidemment pas le cas. Incriminer prioritairement Facebook ou Twitter comme cause de tous les maux, encore qu'ils soient effectivement cause d'un gros nombre de mots, parce que la pensée en 280 caractères, ça n'existe pas. Twitter, c'est le règne du clash généralisé, c'est vrai. Mais les incriminer comme seuls coupables, comme origine du déni de vérité, c'est très inconséquent en réalité. Les mensonges mussoliniens ou staliniens ne s'en sont pas moins bien portés. Et je crois qu'ils existaient. Néanmoins, l'image générale d'un affaiblissement condamnable de l'exigence de vérité venant aujourd'hui de l'Ouest est probablement correcte. N'oublions pas d'ailleurs qu'Occident, étymologiquement, c'est le lieu de la chute. Il est sans doute urgent, et peut-être même vital, de s'insurger contre cette dérive. La lutte contre une survenue de la post-vérité, ce que personnellement je préférerais plutôt nommer un cynisme aléthique, est une nécessité scientifique et philosophique. L'emploi de l'expression « fait alternatif » par Kellyanne Conway, que j'évoquais, a mis le feu aux poudres. Bon, et pour cause. Je crois qu'elle a inventé l'exemple d'un massacre qui n'a jamais existé pour alimenter un discours haineux. C'est pour le moins gravissime. Pour autant, ne tombons pas dans l'autre piège. L'autre piège, ce serait de croire que le réel est parfaitement donné, qu'il est limpide, qu'il est simple, qu'il est offert, qu'il est transparent, qu'il n'y a jamais d'alternative, de contexte et que nos convictions, croyances de l'instant sont en réalité des certitudes. Ce n'est pas si simple. La non-humanité des peuples autochtones a été une évidence du passé. La question ne se posait même pas, à dire vrai. Une évidence qui ne supportait même pas le questionnement. Ainsi d'ailleurs que la position centrale de la Terre, ou que l'incapacité des femmes à la pensée rationnelle. Et heureusement, ces vérités réputées évidentes ont été bien sûr réfutées. Même dans un système de pensée donné, par exemple scientifique, à un moment fixé de son histoire, il existe en effet des alternatives. Ce que j'évoquais dans les premiers cours. On pourrait arguer que les faits sont ce qu'ils sont et que seules les descriptions changent. Mais ce serait encore trop simple et naïf. Les faits dépendent évidemment du paradigme dans lequel ils sont appréhendés, comme je l'ai répété plusieurs fois. Personne ne touche ou ne voit la chose en elle-même. La Terre tourne autour du Soleil. Voici un fait. Oui, mais le fait alternatif, le Soleil tourne autour de la Terre, est vrai également, dans un autre référentiel qui est moins pratique, mais qui n'est pas du tout interdit. L'univers est en expansion, voilà un autre fait. C'est mon domaine, la cosmologie. Oui, mais le fait alternatif, l'univers est statique, est vrai également dans un autre système de coordonnées qui est moins pratique, mais pas interdit. La lumière est une onde, voilà un fait, oui. Mais le fait alternatif, la lumière est un corpuscule, est vrai également, dans le contexte de la mécanique quantique. Le temps s'écoule. Ça, c'est un fait. Oui, mais le fait alternatif, le temps n'existe pas, est vrai également quand on prend à la lettre la théorie de la relativité générale. Tout dépend si votre acception est thermodynamique ou relativiste. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Qu'en conclure ? Certainement pas que toutes les alternatives sont bonnes, que tout est vrai, que rien n'est décidable. Je le martèle.
une fois de plus, parce qu'il faut le faire avec vigueur, il n'est pas envisageable un instant de proposer cela. Cette idée serait nihiliste et il me semble que le geste philosophique doit s'enorgueillir de la réfuter. Mais rien ne serait pire que de combattre la rhétorique nocive du déni de vérité par la croyance naïve et finalement dangereuse en une vérité absolue, unique et déjà connue. Ce que j'ai nommé la survérité, qui refuse toute remise en cause et toute interrogation. J'appelle donc survérité une vision qui réfuterait d'avance toute déconstruction de sa propre modalité à l'éthique et qui opposerait au drame de la post-vérité un impérialisme ne permettant plus la pensée du multiple, la prise en compte des différences culturelles, des évolutions historiques et des plurivocités conceptuelles. Une vision finalement qui oublierait précisément qu'elle n'est qu'une vision. Orienter l'action par les faits davantage que par les constructions idéologiques est certainement une ligne directrice raisonnable. Surtout face à la terrible irrationalité, quelle que soit la définition que l'on choisisse pour le terme de raison, qui semble dominer aujourd'hui. Mais alors, il faut être rigoureux et honnête, c'est-à-dire expliquer très en détail la manière dont les faits présentés sont effectivement considérés. Parce qu'on le sait, changer un peu la plage temporelle peut radicalement modifier une statistique. Infléchir la terminologie d'une question peut totalement inverser les résultats d'un sondage. Changer l'angle de vue de la caméra peut révéler une circonstance qui transformera l'agression en un acte de légitime défense. En un sens, les faits existent, bien sûr, et doivent nous guider. Mais il serait regrettable, dans une interprétation active, de négliger que la vision du monde auquel un fait particulier donne naissance risque d'être terriblement erronée si les conditions de sa reconstruction, puisque nous n'accédons jamais, n'est-ce pas, à l'absoluité, qui est sans doute un concept vide, ces conditions, donc, disais-je, lorsque ces conditions, disais-je, ne sont pas énoncées. Il y a danger lorsque ces conditions de reconstruction du fait, puisque nous n'accédons jamais à l'ontologie du fait, ne sont pas correctement énoncées. Nos vérités ne sont telles que suivant un système d'évaluation qui est évidemment partiel, construit et réfutable. Nietzsche rappelait qu'il n'y a pas de faits, mais que des interprétations. Cette phrase sonne comme une provocation. En certains sens, elle est presque scandaleuse. Et pourtant, elle nous enjoint en réalité à une plus grande porosité à la richesse et à l'étrangeté du réel. Contrairement à ce qu'une lecture simpliste et radicalement erronée, je crois, pourrait laisser croire, il s'agit finalement du très exact opposé de la posture de Madame Conway, la conseillère de Trump, à l'époque de l'émergence de la post-vérité. La dérive presque fascisante, finalement, à laquelle nous faisons face, menace donc par deux écueils. Le premier, ce serait l'oubli de la vérité. C'est la posture, semble-t-il, d'une partie de l'administration américaine, par exemple, qui révise le réel de façon à tenter de s'assurer que ce dernier puisse être remodelé par le roi ou le bouffon qui en tient lieu. Bon. C'est aussi le jeu de certains dogmatismes économiques ou politiques qui nient soigneusement les grands périls de notre temps et s'emploient à entériner une construction de la violence ressentie qui pérennise leur chaîne de domination. Mais le second écueil, ce serait d'opposer à cela, à cette abomination donc, une vision ultra-scientiste qui interdirait la réflexion sur le concept de vérité, la nuance et la contextualisation. Parce qu'il y a effectivement parfois, qu'il nous plaise ou non de l'entendre, des faits alternatifs. Si nous nommons donc en général fait ce qui nous semble certain ou acquis, il faut se rendre à l'évidence. Presque tous les faits scientifiques de l'histoire passée ont été finalement remis en cause. Interdire le questionnement sur les faits serait en fait interdire toute forme d'avancée scientifique notable et sans doute même
d'infléchissement éthico-esthétique. Ce serait s'opposer à l'essence même du geste scientifique qui se fonde sur la remise en cause permanente de ce que l'on croit savoir. Le problème, je crois, ce n'est pas d'interroger le réel. Qu'on appelle cela fait ou interprétation, en réalité, ça ne change pas grand-chose. Il faut le faire. Toutes les grandes révolutions intellectuelles ont été permises parce qu'on a procédé à une telle déconstruction. Y renoncer serait un désastre. Le problème, c'est l'intentionnalité, comme je le disais dans un cours précédent. Le fait-on pour mieux décrire, pour mieux comprendre, pour ouvrir des possibles, ou le fait-on pour asservir, trahir et tromper? L'écart est immense. Et finalement, le critère essentiel, c'est peut-être, comme je le proposais précédemment, ici, l'honnêteté. Et c'est précisément ce qui fait aujourd'hui en partie défaut. La vérité demeure sans doute in fine ce qui tranchera dans bien des cas. Mais il faut laisser à ces modalités le temps de s'adapter au système potentiellement infléchi. N'interdisons pas de questionner la vérité, le monde, le sens. Si nous cessions de le faire, je crois que c'est la pensée elle-même qui s'étiolerait avant de se mourir. Mais n'autorisons évidemment pas non plus toutes les réponses. Si nous le faisions, c'est l'exigence d'honnêteté qui se trouverait mise en abîme. La distinction, j'y reviens parce que c'est très important, qui est parfois opérée entre les faits, disons les mesures, et les théories, disons les interprétations et la prédiction des faits, peut être utile dans certains cas simples. Elle peut clarifier une situation élémentaire. Mais elle est évidemment caricaturale, puisqu'une mesure n'a de sens que dans un cadre, donc une théorie, qui la sous-tend et la rend possible. Je peux mesurer une trajectoire en physique classique, sauf si le cadre change et que la physique quantique me conduit à renoncer à la notion même de trajectoire. Le fait n'est donc pas indépendant du cadre qui lui est nécessaire. Il n'est jamais strictement détaché de l'interprétation à venir. La plus injuste offense, je crois, à la pensée scientifique consisterait précisément à nier la complexité de ses analyses, la subtilité de ses élaborations, l'intrication des concepts et de feindre une transparence et une évidence qui s'opposeraient à l'essence même du geste en question. On rebaptise d'ailleurs généralement a posteriori croyance, ce qu'on appelait fait dans le paradigme qu'il identifiait comme tel. On a beau jeu a posteriori de dire que c'est une croyance erronée. Oui, a posteriori. Soyons précis, ne masquons pas les incertitudes. Je crois qu'y faire face sans tituber est une des dignités de la démarche. Même le fait le plus trivial qui soit, le nombre de dimensions de l'espace par exemple, peut être, comme je vous l'ai expliqué, remis en cause par la théorie des cordes. En un sens, la réalité même du monde est questionnée, puisque certains articles sérieux, auxquels je n'accorde personnellement pas de crédit, étudient la possibilité que nous vivions dans une simulation informatique. Alors bien sûr, c'est très important, il faut hiérarchiser la crédibilité. Il n'y a pas de théorie démontrée en sciences de la nature, mais il y a différents niveaux de crédibilité. Cette dernière proposition, la simulation informatique, est très improbable. Son niveau de crédibilité est extrêmement faible. C'est une différence de niveau, pas de nature. Face au péril, post-vérité et sur-vérité, je crois qu'une forme de résistance se dessine aujourd'hui, peut-être par une philosophie de l'amour, c'est-à-dire de l'altérité. Si la lutte contre l'un pousse vers l'autre, la pensée tombe de Caribe en Scylla. Et l'opposition ne pourrait que prendre la forme d'une ingénuité bienveillante. Je crois que les obscurantismes, qui sont aujourd'hui en pleine recrudescence, sont un danger radical, de ceux qui pourraient avoir des conséquences illimitées, de ceux qui engagent bien au-delà de la seule société qui s'y fourvoie. Mais en parallèle, l'immobilisme que je qualifierais de normativiste scientiste, qui en fait est strictement anti-scientifique, puisqu'il sacralise la science, tandis que celle-ci est par construction une pensée dynamique et en renouvellement. Mais donc,
cette espèce de scientisme normatif se déploie de manière non moins effrayante, allant souvent jusqu'à qualifier d'imposture les pensées exploratoires ou audacieuses, les tentatives de sortir du mainstream, les écritures poétiques, les gestes artistiques ou expérimentaux, les désirs de voir ou d'arpenter des mondes qui ne relèvent pas de la seule science dure et qui sont pourtant magnifiques, les efforts pour créer des postures inévidentes. Ce scientisme aveugle atrophie le réel et obère, je crois, les devenirs. Précisément en ce temps où les méfaits de la technoscience nous apparaissent avec une évidence aussi puissante que leurs bienfaits quand il s'agit de guérir ou d'outrepasser certaines situations de crise. Ce que j'essaye de suggérer serait comme l'exact opposé d'un affaiblissement de la vérité. Ce serait à l'inverse une tentative de ne plus mentir au sujet de la vérité en feignant sa totale limpidité. Je crois que la meilleure réponse possible aux divers caricatures usant du mensonge et de la confusion, qu'il faut bien évidemment combattre avec force et acharnement, ce n'est pas de leur opposer une caricature symétrique, mais au contraire, de les réfuter et de les dépasser par la nuance qui leur fait défaut. Reconnaître donc qu'il existe une multitude de manières d'appréhender le réel, une multitude de manières de l'analyser, une multitude de manières de l'interpréter, une multitude de manières de le faire fonctionner, une multitude d'attentes, de ressentis, de désirs, de plaisirs. Ce n'est pas ouvrir la boîte de Pandore que de le rappeler. À l'immensité de la bêtise, je crois qu'il est maintenant nécessaire d'opposer l'opiniâtreté du subtil et non plus une contre-bêtise. Faut-il être radical ou nuancé? Peut-être faut-il simplement être radicalement nuancé. C'est une posture inactuelle mais indispensable. Peut-être faut-il interroger les régimes de vérité, les régimes de violence, les régimes de radicalité, parce que là encore, ils peuvent bien évidemment dépendre des attentes, des circonstances systémiques et du paradigme au sein duquel ils sont évalués. Tout ce que je vous dis là, bien sûr, ne relève pas d'une imprécation ou d'un mode d'emploi ou d'une exhortation. C'est une posture que je défends pour vous inciter à la questionner.